Bonjour Danny Bitter. Bonjour Patrice Carmouze. Vous êtes le secrétaire de l'association juive de Maurepas et je vous ai demandé de venir parce qu'il va y avoir une formidable exposition à Maurepas à partir du 18 avril. Et on verra que le 18 avril, c'est pas un hasard, qui est consacré au ghetto de Varsovie. C'est au Café de la Plage à Maurepas, c'est ça ? Tout à fait exact. Donc cette exposition a été réalisée par le Mémorial de la Shoah, qui est donc l'organisme qui comprend le plus d'historiens qualifiés pour narrer cette période tragique de l'histoire. Et donc c'est une exposition itinérante qui est actuellement également montrée à Lausanne en Suisse, sous le patronage de Robert Badinter. Très bien. Voilà. Donc, oui, donc c'est une exposition qui tourne un peu en Europe ou dans le. Il y a plusieurs exemplaires de cette exposition, bien sûr. Et donc c'est une exposition qui a été montée à l'occasion, vous le soulignez il y a quelques instants, du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto, qui donc est arrivé le 19 avril 1943. Et de façon... Alors ça, on va en reparler dans quelques instants. Un mot quand même sur l'exposition, parce que, alors, évidemment, elle est un peu secrète jusqu'à son ouverture, mais qu'est-ce qu'on y voit ? C'est quoi ? C'est surtout des photos ? Alors, cette exposition, c'est un mélange de textes et de documents. Textes réalisés et écrits par les historiens du Mémorial de la Shoah, avec des documents qui montrent des photos du ghetto, des photos de la révolte du ghetto et des photos de ce qu'on appelle les archives Ringelblum, c'est-à-dire des archives secrètes du ghetto qui ont été découvertes après la guerre, parce que l'historien Emmanuel Ringelblum avait pris conscience que le témoignage des gens du ghetto risquait de disparaître. Ah oui. Et le ghetto qui a été complètement brûlé, liquidé, il ne restait que des ruines. On a retrouvé par miracle les caisses d'archives grâce, si j'ose dire, au fait que deux des membres de cette organisation qu'avait organisée Ringelblum, qui s'appelait Oneg Shabbat, ça veut dire le plaisir du Shabbat, c'est traditionnellement à la sortie du Shabbat le samedi soir, et les Juifs se réunissent pour fêter Shabbat et faire une cérémonie de séparation entre le Shabbat, qui est le jour saint, et la semaine, qui est la période non consacrée. Et donc, ils avaient choisi ce nom pour ne pas attirer l'attention des mouchards qui existaient dans le ghetto, en disant on va à Oneg Shabbat, c'est-à-dire qu'on va fêter Shabbat. C'est des choses qui étaient tout à fait classiques. Et en réalité, c'était une organisation. C'était une organisation dans laquelle il y avait évidemment un certain nombre d'historiens, un certain nombre de personnes, et ont survécu Hirschwasser et Madame Auerbach, qui ont, après-guerre, indiquer où étaient les caisses. Documents, ouais. Mais le ghetto ayant été complètement rasé par les SS, il fallait reconstituer le cadastre et le croisement des rues. Ah oui. Et donc on a fouillé pendant 8 mois pour retrouver la première caisse. Il y avait 3 endroits. La première caisse a été retrouvée au bout de 8 mois, la seconde au bout de 4 ans, et la dernière n'a jamais été retrouvée. Donc le troisième lieu... la dernière a probablement disparu. On ne sait pas. Les chercheurs hésitent en disant c'est peut-être dans le jardin de l'ambassade de Chine. Mais il y a eu des fouilles très récemment, je crois dans les années 90, et elles n'ont pas abouti. Donc ces archives Ringelblum, donc il y a... Ça c'est formidable parce que c'est des témoignages des gens. Ces archives sont... Parce que les témoignages sur cette période sont essentiellement allemands. Absolument. Parce qu'il y a très peu de survivants. Il y a des survivants, mais je dirais que les témoignages photographiques ou les témoignages visuels sont allemands. D'ailleurs, la plupart des photos qu'on verra pendant notre conversation sont des photos d'origine SS, enfin d'origine allemande. Absolument. Et qui étaient faites d'ailleurs pour montrer aux autorités, à Himmler, combien ils étaient, ils tuaient de gens, enfin ils mettaient au pas le ghetto, quoi. C'est ça. C'était pour se vanter un petit peu, voilà. C'était pas pour vanter, c'était simplement pour montrer qu'on a fait notre bout de job. Voilà. Notre boulot, c'est
c'était de liquider le ghetto. Et Jürgen Stroop, lors de son fameux télégramme, il n'y a plus de ghetto juif à Varsovie. Jürgen Stroop étant le général SS qui a commandité la fin, hein, je dirais, l'extermination et la liquidation du ghetto. Je dis extermination parce que il a, sur la fin, utilisé tous les moyens qui lui paraissaient nécessaires pour réduire à néant et anéantir, vraiment, au sens premier, tous les juifs qui demeuraient sur les 500 000 juifs. Peut-être qu'on fera peut-être un petit rétrospectif historique, mais il y a eu un moment 500 000 juifs dans le ghetto. Une très grande partie a été exterminée à Treblinka, et puis il restait 60 000 personnes. Et donc en 43. Avril 43, il y a à peu près 80 000 personnes. Il reste 60 000 personnes, 35 000, 10% quoi. 35 000 qui sont entre guillemets recensés, et 25 000 qu'on appelait les sauvages, parce qu'ils étaient cachés depuis des mois dans les caves, dans les souterrains, enfin partout où il était possible de se cacher. Voilà. Donc alors on va peut-être revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire ce ghetto de Varsovie. Il y a l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Le ghetto de Varsovie, il existe déjà ou pas? Dans les villes polonaises, ce qu'il faut savoir, c'est il y a 3 millions à peu près de juifs en Pologne. Il y avait à l'époque, en Allemagne, dans l'Allemagne de Hitler, il y avait à peu près 300-400 000 juifs, qui étaient des juifs. Oui, donc c'est une proportion très importante. Il y a une différence fondamentale entre les juifs allemands et les juifs polonais. Les juifs allemands sont des juifs qui sont pour la plupart complètement assimilés dans la société. Donc, depuis de nombreuses années, en particulier depuis Moses Mendelssohn, donc, qui était un contemporain de Kant, donc à la fin du XVIIIe siècle, les juifs allemands sont devenus des juifs de confession, enfin, des Allemands de confession israélite. Alors que les Polonais étaient restés, enfin les juifs polonais étaient restés juifs polonais. Donc ils étaient à part, ils n'étaient pas encore intégrés totalement dans la société. Il y avait deux types de population. Dans un pays très catholique. Dans un pays très catholique. Donc, chez les Juifs, il y avait deux types de population. La population rurale, qui vivait dans ce qu'on appelle les shtetl, c'est-à-dire les petites bourgades juives. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il y a eu la Pologne était sous emprise soviétique, russe, sous emprise allemande et sous emprise autrichienne de 1795 à 1918. Donc elle n'existait pas en tant qu'État indépendant. Et donc, peu importe, mais les Juifs polonais vivaient donc dans les bourgades. Dans des bourgades, voilà. Et dans les villes. Et dans les villes, il y avait beaucoup de villes où la population juive était une des populations les plus importantes. Il y avait même des villes où les Juifs étaient majoritaires. D'accord. Donc, si on regarde Varsovie, la population juive est de à peu près 350 000 âmes au 1er septembre 1939, et on se retrouve donc avec une population de 30% juive à Varsovie. Donc pour répondre à votre question, il y avait donc des quartiers. Des quartiers, voilà. Des quartiers. Voilà. Donc, si vous regardez un peu l'évolution de l'habitat, par exemple, au Canada, on avait fait une étude très intéressante. Il y avait un quartier qui était grec, puis les Grecs ont déménagé, le quartier a été remplacé par des Polonais. Puis après, les Polonais ont déménagé, et le même quartier est devenu un quartier russe, etc. Donc, les gens migraient par affinité. Par affinité, ils se regroupaient par affinité. Donc, il y avait non pas un ghetto, mais il y avait un quartier important dont la majorité était juive. Mais il y avait des juifs. Oui, comme vous dites, c'était 30% de la population de Varsovie juive. Voilà, donc il y avait une partie donc à l'ouest de la Vistule qui était majoritairement juive. Et puis des quartiers qui étaient majoritairement non juifs, mais avec une minorité juive, qui était quand même existante. Donc il n'y avait pas de ghetto. Il
il n'y avait pas cette notion. Il n'y avait pas de ghetto proprement dit. Il n'y avait pas de ghetto proprement dit. Il y avait donc dans cette zone d'habitat plus juive, des commerces, des industries, des juives. Alors le ghetto, et c'est une création des Allemands. Voilà, quand les Allemands sont arrivés, ils sont arrivés le 1er octobre 39 à Varsovie, donc en ayant envahi la Pologne un mois auparavant. Et donc la Pologne, la capitale de la Pologne n'est plus, et les Allemands décident de gérer la population juive à leur manière. Donc, il y a un partage de la Pologne en 3. Une première partie qui est complètement à l'ouest de la Pologne, qui est rattachée à l'Allemagne, ça devient le Grand Reich. La partie centrale, qui est le gouvernorat général, et donc qui va être dirigé par un certain Hans Frank. Et puis la partie est. Qui va devenir soviétique, suite aux accords entre Staline et Hitler. Voilà, entre les accords signés entre Staline et Hitler, entre donc Molotov et Ribbentrop, et donc ce pacte germano-soviétique donc va sceller le destin de la partie est. Bon, à Varsovie, les Allemands décident de regrouper immédiatement les Juifs dans la partie la plus peuplée de Juifs de Varsovie. D'accord. Et ça démarre tout de suite, c'est-à-dire que... Dès 39, hein. Dès 39, donc ils commencent à faire des opérations pour, intimider les Juifs, etc., et les inciter à vivre ensemble. D'abord les regrouper. Voilà. Et ça va leur interdire cette opération. Une chose, voilà, cette opération va durer... de méfiance va durer à peu près une année. Ils vont se servir d'un prétexte, au départ, qui est le typhus. C'est-à-dire qu'il y a eu, en Pologne, avant l'invasion allemande, il y a eu des épidémies de typhus. Donc là, il y a une épidémie de typhus, et ils vont... Et d'ailleurs, il y a un panneau à l'exposition que l'on montre qui raconte, effectivement, attention, zone de typhus, ne pas pénétrer. Et donc, dans cette zone, ils vont dire que la vermine juive diffuse le typhus. Ça rappelle la peste transportée au Moyen-Âge par les Juifs, etc. Oui, donc, on les accuse de diffuser le typhus. Voilà. Donc c'est de dire aux gens, laissez-les entre eux, ne venez pas, et ne sortez pas. Et donc, s'ils diffusent le typhus, c'est pas bien qu'ils se répandent dans la ville. Et donc, il faut au contraire les regrouper. Et donc, dès le 12 octobre 1940, le ghetto est constitué et il est fermé. D'accord. Il est fermé par un mur, donc je pense que vous avez des photos de ce mur. Ce mur qui va être aux frais il va être construit aux frais de la communauté juive, obligatoire. Il fait 18 km de long. Il relie les rues avec quelquefois un côté qui est du côté arien et l'autre côté qui est du côté juif, donc le mur de séparation. Et ce mur va avoir au début une vingtaine d'ouvertures, de portes, qui vont être gardées, d'un côté par ce qu'on appelle la police juive, et de l'autre côté par les Allemands et les Polonais. Donc la police polonaise et la police, les Allemands. Et donc ce nom de ghetto, comme vous le savez, vient de l'italien, puisque le premier ghetto a été constitué à Venise, et donc c'était les endroits où il y avait des forges. Voilà, c'est plutôt les bijoux, etc. Non, c'est le mot ghetto qui vient de la forge en italien. C'est la forge, c'est forgé. C'est forgé. Oui. Et donc, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artisans juifs qui forgent, et voilà. Je pourrais pas. Je ne sais pas. Et donc, il se trouve donc que le ghetto est construit, il est fermé, les Juifs ne peuvent plus sortir. Il y a des maladies, comme je viens de l'expliquer, et les Allemands décident de gérer un petit peu le ghetto par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le Judenrat, c'est-à-dire le conseil juif, qui est en fait... Ça, c'est très intéressant, parce que parfois, on a accusé aussi les organisations juives d'avoir un peu laissé faire les choses. C'est très intéressant de s'arrêter un peu là-dessus si vous voulez, pour l'expliquer. Alors, le Judenrat,
dans chaque ville où il y avait des ghettos, puisque Varsovie n'était pas unique, bien sûr, puisque la position du gouverneur de Pologne était de regrouper, de vider les shtetl, les petites bourgades, et de regrouper dans les grandes villes, pour pouvoir mieux les surveiller et mieux les exterminer par la suite. Et donc, on se trouve dans ce contexte avec des responsables juifs qui vont faire l'interface, si on emploie cette expression moderne, entre la population juive et les autorités allemandes. Il faut quand même imaginer que les Allemands ne veulent pas gérer ce qui se passe à l'intérieur du ghetto de façon totale. Donc, ils délèguent au Judenrat un certain nombre de tâches. Par exemple, la poste. Il n'y a pas de poste. Les Allemands, ils connaissent... Ils ne veulent pas s'en occuper. Non, ils n'exercent pas la poste, qui est aux mains donc, des Allemands, n'existe plus. Donc, et les gens du ghetto ne pourront même plus communiquer à partir de fin 1941. Donc, après des interdictions... Oui, mais c'est des interdictions successives. Non, mais voilà. Donc, il y a la poste, il y a le recensement, il y a l'habitat, les hôpitaux. Enfin, tout ça est délégué à une administration qui sert de mairie, qui sert de police, qui sert de collecteur d'impôts. Il faut organiser tout ça, quand même. Voilà, et ça s'appelle le Judenrat. Et donc, il y a à Varsovie un Judenrat, dont le chef, qui s'appelle Adam Tchernakov, qui est un chimiste, un humaniste, et qui a été nommé par l'ancien maire de la ville de Varsovie. Et Adam Tchernakov va réunir autour de lui 24 personnes qui vont être les décideurs, l'interface réelle avec les Allemands. Et puis, il y aura une armée, entre guillemets, de personnes, de 1700 personnes, jusqu'à 2000 personnes, qui vont travailler pour mettre en œuvre les décisions du Judenrat. D'accord. L'histoire de Adam Tchernakov peut être contestée. Est-ce qu'il a fait ça ou est-ce qu'il a fait ça pour le bien des Juifs? C'est très très compliqué. C'est compliqué. Primo Levi, dans un de ses ouvrages, va parler de zone grise. C'est-à-dire que... Mais c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, parce que il y a des débats entre historiens. Il y a des débats, mais bon, je veux dire, Primo Levi... en même temps, il fallait... Primo Levi dit, tant qu'on n'est pas dans cette situation, comment peut-on savoir comment on se serait nous-mêmes comportés? Comment peut-on juger? C'est quelque chose de très très difficile. Donc c'est pas si c'était un homme, c'est dans un autre livre. Et donc Tchernakov va exercer ses fonctions jusqu'au 22 juillet 1942. C'est la date de ce qu'on appelle l'action Reinhardt, c'est-à-dire la date qui va... C'est l'extermination. Voilà, donc en France, on connaît tous la rafle du Veldiv. Oui. La rafle du Veldiv, c'est le 16 juillet. L'action Reinhardt à Varsovie, c'est le 22 juillet de la même année. Donc alors, on voit bien qu'il y a un plan... Il y a un plan organisé. Voilà. Pourquoi cette date de juillet? Pourquoi cette année 42? Alors en fait... l'histoire remonte en fait à 1941, au moment où les nazis rompent le pacte germano-soviétique et envahissent, par l'opération Barbarossa, en juin 1941, envahissent les pays de l'Est. Donc, ils ne respectent plus rien, ils arrivent, et là, en s'appuyant plus ou moins sur des éléments antisémites de la population, des Ukrainiens, des Lettons, etc., ils vont procéder à ce que le père Dubois a appelé la Shoah par balle. Et donc, il y a 4 groupes qui s'appellent Einsatzgruppen, les groupes d'action, qui accompagnent l'armée, la Wehrmacht, et qui sont chargés, ces 4 groupes, d'exterminer, de regrouper et d'exterminer. Et d'après certains historiens, on raconte que Himmler va visiter, si j'ose dire, un de ces champs de massacre. Je ne sais pas si c'est Babillard, si c'est Ramboula ou si c'est un autre, peu importe, qui se trouve en Ukraine. Babillard, c'est la banlieue de Kiev. Ramboula, c'est la banlieue de Kharkov. Donc on est dans une zone que l'on connaît bien actuellement. Eh bien, Himmler, il s'aperçoit que les soldats qui exécutent ces pauvres personnes, les femmes, les enfants, avec leurs fusils,
ils sont malheureux. Oui. Ah oui, c'est les soldats qui sont malheureux, c'est pas ceux qui sont fusillés. Et donc Himmler, il a de la compassion pour ces soldats. Oui. Alors, il faut trouver une autre solution. Et là, on commence, donc au milieu de l'année 41, à chercher une autre solution. Et s'élabore à ce moment-là, dans les arrière-cours du Reich, la solution finale. C'est ça. Et la solution finale, on décide de l'appliquer à la fameuse conférence de Wannsee qui a lieu en janvier 1942. Qu'est-ce qu'on décide dans cette conférence? C'est la construction des chambres à gaz et des camps d'extermination. Donc il y a un certain nombre, il n'y en a pas des milliers, il ne faut pas... Non, on confond souvent les camps. Mais ils étaient très très bien organisés. Ils sont tous en Pologne, hein, les camps d'extermination. Ils sont tous en Pologne. Soit la majorité est en Pologne dans la partie du gouvernement de Hans Frank, c'est-à-dire... au centre, et puis il y a Auschwitz qui est de l'autre côté, qui est donc dans le Grand Reich à ce moment-là. Dans la limite de l'Allemagne. Donc les sites qui sont construits, Sobibor, Belzec, Majdanek, et donc à ce moment-là. Peu à peu, je pense un tout petit peu, parce que, mais c'est-à-dire que il y a donc ce ghetto, on voit bien, où on regroupe tous les juifs, et puis peu à peu, la solution finale s'impose, et donc le ghetto va se vider. Enfin, alors le ghetto va se vider très vite. Vous le disiez tout à l'heure, on passe de 300 000 à 60 000. 60 000. Ah non, on passe pas de 300 000, parce qu'entre-temps... De plus 500 000 voilà, ou 600 000. Oui, il y a d'autres... Entre-temps, on a regroupé les petits villages et on a fait venir dans le ghetto des populations qui sont très 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 pauvres, encore plus mal loties, si j'ose dire, que les Varsoviens, parce qu'ils n'ont pas d'habitat, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi manger. Et donc la mortalité de chez ces personnes-là est 5 fois supérieure à celle des Juifs, qui est déjà 10 fois supérieure à celle des Polonais. Donc vous imaginez... Donc il reste 10% en gros de... Voilà, donc... Mais quand on arrive en avril 43, hein, c'est ça. Donc voilà, donc quand on arrive en avril 43, il faut savoir que du 22 juillet 1942 au 21 septembre, 300 000 personnes sont passées dans les fours de Treblinka. Des Allemands qui sont extrêmement pointilleux ont même pointé ce que je pourrais appeler le record, entre guillemets, c'est-à-dire le jour où il y a eu le plus de déportations, qui est monté jusqu'à plus de 13 000 personnes qui ont été exterminées en une seule journée. Voilà, c'est cette comptabilité, cette méthodologie mortifère allemande qui est absolument extraordinairement bureaucratique et dans lesquels, si on se réfère à Eichmann qui disait mais moi je suis pas responsable, c'est la machine qui fait ça c'est la grande théorie de la défense. Voilà, la grande défense. Moi je suis qu'un rouage de cette c'était aussi histoire. Organisé pour que personne ne se sente le responsable définitif. Enfin, dit-on. Voilà. Dit-on. On arrive donc à ce 19 avril. Donc je ne sais pas, on peut se mettre à la place des gens qui sont là, qui savent que c'est fini, quoi, pour eux. Alors, ils ont vu partir tous les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espoir, même quand les gens étaient rassemblés à Lumschlagplatz, je lisais des témoignages. Lumschlagplatz, il faut dire que c'est une petite place. C'est une place qui fait 80 mètres sur 30, et sur dans laquelle les Allemands rassemblaient les Juifs, ils les arrêtaient. Jusqu'à 10 000, c'est ça. Et ils arrivaient jusqu'à 10 000 personnes, et les uns sur les autres, ils attendaient les wagons plombés qui venaient et qui faisaient l'aller-retour avec Treblinka. Et c'est comme ça, c'est certaines personnes qui étaient affectées parce qu'il fallait faire de la maintenance, il fallait gérer ça, et certaines personnes se sont aperçues que c'était les mêmes wagons. Et donc l'idée que les Juifs étaient déportés pour aller travailler vers l'Est, cette idée qui était répandue à un moment. C'était l'idée propagée par les Allemands. Oui, et donc les Juifs pensaient que c'était vrai, en tout cas une partie. Une partie d'entre eux. Et donc une partie d'entre eux pensaient que c'était vrai, et une partie d'entre eux disaient on ne peut pas se révolter contre les Allemands parce qu'on va nous fusiller, alors qu'on a peut-être, avec cette déportation, la chance de survivre. Et donc la révolte en elle-même n'était pas soutenue par les gens, n'était pas populaire du tout.
Au milieu de l'année 42, quand on voit ces déportations, il y en a qui disent c'est fini, on nous met à mort. Il y a des gens qui arrivent à s'échapper de Treblinka, qui racontent ce qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment une prise de conscience. Et les jeunes qui disent voilà, on ne va pas continuer à, et c'est le terme qui a été utilisé, se laisser conduire comme des moutons à l'abattoir. On va se battre pour notre dignité. Sachant que ce combat était perdu d'avance. Complètement perdu d'avance. Qu'est-ce qui se passe alors à partir de là? Alors, il y a tout d'abord une réunification des forces idéologiques, parce que je dirais la jeunesse est divisée en plusieurs tendances. Voilà, donc il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a les sionistes. Là, il y a un regroupement. Et là, il y a une unification. En fait, il y a deux forces qui vont... Et on a des armes, Alors, les armes ont été demandées à la résistance polonaise. Alors, il faut savoir que la résistance polonaise, d'après aussi les historiens, était plutôt de droite, et que les révoltés du ghetto de Varsovie étaient plutôt de gauche. Oui. Donc là aussi, il n'y a pas eu une collaboration de tout premier plan. Il fallait faire des kilomètres pour trouver un revolver, quelques fusils. Donc il y a eu des armes, peu, mais il y en a eu, qui ont été passées par, évidemment, les égouts, par des moyens de fortune. Et surtout, les jeunes ont fabriqué des cocktails Molotov. Ils ont fabriqué... quand vous voyez, quand vous avez vu récemment les images de la résistance en Ukraine, vous avez vu les femmes qui remplissaient des bidons pour faire des cocktails Molotov contre les chars russes. Eh bien, c'était c'est un peu dans cet esprit-là que les choses se sont passées. C'était une solidarité complète avec... Il y avait dans cette jeunesse, il y avait des ingénieurs, il y avait des gens, il y avait des gens qui savaient faire, et donc qui ont organisé ça. Alors, combien étaient-ils? On estime qu'il y avait deux groupes, un groupe plutôt gauche et un groupe plutôt de droite, qui n'étaient pas sur le même commandement, et ils étaient 700 et 300. Donc à peu près un millier de personnes qui se révoltent. Et ils ont fait des morts, des jeunes, voilà. Et avant de vous répondre, avant de répondre à votre question, il y avait les femmes qui se battaient. Ah oui. Et ça, les Allemands ont trouvé que c'était absolument invraisemblable que des femmes juives se battent. Et donc, ils se sont battus. Ils n'avaient aucune expérience de tir ou de quoi que ce soit. Donc, il y a eu des morts. Il y a eu des blessés, les chiffres, je ne les ai pas précisément parce qu'ils diffèrent suivant certains témoignages de quelques dizaines à quelques centaines chez les Allemands. Mais je n'ai pas le chiffre exact. Il faudrait... il y a eu cette révolte. Il y a eu une... j'allais dire une popularité assez grande quand même. Alors, cette révolte, elle a marqué elle a marqué l'opinion publique. Absolument. En particulier par un geste qui était tout à fait étonnant, qui était le geste d'un monsieur qui était le représentant d'une organisation juive auprès du gouvernement polonais. Et donc, ce monsieur s'appelait Shmuel Zingelbaum. Il était à Londres, auprès du gouvernement polonais. Et quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, il a plaidé pour de l'aide. Et il a eu des réponses, aucune réponse. Négative. Et donc, il s'est suicidé. Et donc, celui que les militants du Bund, c'est la gauche socialiste, appelaient Arthur, donc Arthur Shmuel Zingelbaum, s'est suicidé le 12 mai, donc quelques jours avant la liquidation définitive du ghetto. Le ghetto va être liquidé le 16 mai, c'est fini. Et après, c'est un champ de ruines. Il n'y a plus rien, on ne retrouve plus rien, il n'y a plus personne. Et quelques personnes ont été arrêtées, sorties des planques, sorties des bunkers, etc. On voit, pardon, je vous interromps juste une seconde, parce qu'on voit Willy Brandt, c'est une photo qui a fait le tour du monde, s'agenouiller devant le mémorial, enfin
du ghetto de Varsovie. C'est une photo, évidemment, qui demande le pardon de l'Allemagne, au fond, hein, c'est ça? Absolument, à ce moment-là. Et Willy Brandt s'agenouille devant un monument qui est le monument à la gloire, justement, des résistants du ghetto de Varsovie, avec à leur tête un certain Anielewicz, qui était un jeune résistant d'un mouvement sioniste, qui s'appelait la Shomer HaTzaïr. Et ce monument, on le doit? Alors, on le doit à un certain Nathan Rapaport, qui était un sculpteur et qui a été, sauf de mémoire, je crois, inauguré en 1950, et qui se trouve actuellement juste en face d'un nouveau musée qui est consacré à l'histoire des Juifs de Pologne et qui s'appelle Pauline, donc qui se trouve donc à Varsovie. À Varsovie. Merci beaucoup. On est obligé de s'arrêter à un moment pour rester des heures. Merci à vous. Je rappelle, voilà, il faut aller au Café de la Plage à Maurepas à partir du 18 avril, hein, c'est ça? C'est ça. Pour cette exposition consacrée au ghetto de Varsovie. Merci beaucoup, Danny Bitter. Je vous en prie, Patrice Carmoz. Merci beaucoup.